bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, en dernière minute, je remplace monsieur Allais. Non, c'est une blague. Donc, Sylvie Dolé, je suis la directrice de l'établissement et je suis ravie de vous accueillir ce soir, si nombreux, dans l'amphithéâtre. Voilà, il y a quelques mois, monsieur Alain Bégon, ici présent, est venu dans mon bureau pour me présenter ce projet d'organiser un événement autour de l'arbre pour les années présentes et futures dans l'établissement. Ce projet qu'il partageait avec son voisin, monsieur Xavier Laurent, m'a paru intéressant. Mais lorsqu'ils m'ont dit que pour cette première édition 2018, l'intervenant pressenti était monsieur Francis Allais, alors là j'étais carrément enthousiaste. En effet, je savais qui était monsieur Francis Allais, puisque j'avais eu le plaisir déjà de l'écouter une fois. Je l'écoutais une fois dans un établissement scolaire où j'exerçais auparavant auprès d'un public de lycéens et collégiens. Autant dire très très éloignés des préoccupations de botanique, de reconnaissance de végétaux et d'écologie en général. Et donc j'avoue, j'étais un peu inquiète d'accueillir un éminent professeur dans mon petit lycée professionnel et j'avais quelques inquiétudes. Et cette matinée a commencé par la projection du film « Il était une forêt ». Et là, comme maintenant, un miracle. Tous les jeunes se sont tus, le noir s'est fait dans la salle et on les a vus, mais complètement subjugués par les images qui défilaient sur l'écran. C'était d'abord une première victoire. Donc, bon, bien sûr, j'étais ravie. Et ensuite, il y avait un temps d'échange avec monsieur le professeur. Et là, c'était ma deuxième source d'inquiétude. On a toujours cette inquiétude-là. Comment vont-ils se comporter? Comment vont-ils poser les questions? Et là, deuxième miracle. Parce que tout le talent de monsieur Allais s'est révélé devant des questions parfois très, très naïves, voire simplistes. Avec quelle gentillesse, avec quelle bienveillance, il a répondu à leurs questions et comment, en quelques minutes, il a fait partager son enthousiasme et toutes ses connaissances. C'est une vraie leçon de pédagogie et voilà, je ne l'ai pas oublié. Je pense que non plus ne l'ont pas oublié et c'est parfois, dans tout ce qu'on a passé au lycée, peut-être le seul moment dont ils se souviendront dans les années futures. Alors je sais que dans la salle, il y a des vrais fans, j'ai découvert ça. Je ne savais pas que monsieur Allais avait un fan club, des groupies qui le suivent comme... qui le suivent comme on suit une star du cinéma ou de la chanson. Et donc je vais être... voilà. Je vais arrêter là mon discours. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont travaillé pour que cet événement soit une réussite. Et je les ai déjà cités, vous ne m'avez pas suivi. et ensuite, bon, un petit détail technique, le matériel informatique a trahi monsieur Allais, mais ça ne l'a pas du tout perturbé. Il a dit on va prendre un papier, un stylo et c'est parti. Voilà, quel talent. On en rêve tous. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Merci. Merci, Madame la directrice. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être là et de témoigner par votre présence que les arbres vous intéressent. Un arbre nouveau, il faut que je justifie ce titre. L'arbre que nous avons maintenant devant nous, ce n'est pas du tout celui de mes parents, encore moins celui de mes grands-parents. Quand j'étais gamin, un arbre, c'était simple. C'était du bois, c'est tout. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. On découvre un arbre tout neuf, voilà, un arbre nouveau. Alors moi, j'aime beaucoup les arbres et je ne songe pas un seul instant à cacher la sympathie qu'ils m'inspirent, ni l'admiration que j'éprouve à leur égard depuis fort longtemps. Parmi les
très nombreuses qualités des arbres. Il y en a une sur laquelle je voudrais commencer par insister, leur extraordinaire discrétion. Ça ne vous aura pas échappé, ce n'est pas des grandes gueules. Mais cependant, ils sont là. Comptez les arbres dans cette petite histoire qui m'est arrivée l'été dernier. Il a fait très chaud. Enfin, ici, je ne sais pas, mais à Montpellier, il a fait très chaud. Bon, je range ma Twingo sous un micocoulier pour avoir de l'ombre et je vais au restaurant. Les cigales, moi j'aime bien, mais trop de cigales, ça me... Enfin bref, j'ai pris une aspirine. Bon, ensuite je vais au resto, un petit coca parce qu'il fait bien chaud, une salade à l'huile d'olive, une omelette aux truffes, parce que chez nous on ne s'embête pas, une tarte pomme cannelle, un doigt de gin offert par le patron, un petit café, un petit nougat qui vient avec, c'est l'habitude. C'est fini. Je sors mon carnet de chèques et mon bic et je signe le chèque. Voilà, mon histoire est terminée. Combien il y a d'arbres là-dedans, à votre avis? Combien vous en comptez? 10. Bon, je vais faire le compte, il y en a un peu plus. Moi, j'en compte 14. Il y en a 8 d'Europe. Micocoulier, olivier, chêne, sinon il n'y a pas de truffe. Pommier, genévrier, pin sylvestre. Qu'est-ce qui vient faire là-dedans, le pin sylvestre? Pas compliqué, c'est le papier de mon carnet de chèques. Amandier, saule, ça c'est la molécule qui a servi à faire l'aspirine et l'aspégique et tout ça. Bon. Donc 8 d'Europe, 2 d'Afrique, colatier et caféier, 2 d'Amérique, la coca et l'EVA, l'arbre à caoutchouc. Pourquoi l'arbre à caoutchouc? Eh bien, figurez-vous, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais même dans les petites voitures modernes comme une Twingo, les pneus sont en caoutchouc synthétique, mais le flanc des pneus, me dit-on, est encore recouvert de caoutchouc naturel, donc on a encore besoin de cet arbre-là. Et puis 2 d'Asie, le canélier et le ricin. Le ricin, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, si vous avez dans l'œil la structure d'un stylo bille, il y a une coque plastique transparente qui est une matière plastique tout à fait banale, mais dedans, il y a un tube souple qui contient l'encre. Et cette matière plastique souple, qui reste souple avec le temps, c'est du rilsan, c'est-à-dire une matière plastique qui dérive directement du ricin. Alors, en fait, c'est incalculable le nombre d'arbres qui nous servent tous les jours. Et même dans cette petite scène très courte, je me dis, mais l'air que je respire, ça doit beaucoup à un nombre énorme d'arbres que je ne peux évidemment pas identifier, que je ne saurais même jamais le nombre. Mais le plus étonnant, c'est le carburant que je mets dans ma Twingo. Parce qu'alors là, c'est des arbres extraordinairement nombreux et qu'on ne connaîtra jamais, tout simplement parce qu'ils ont disparu. Ils ont juste laissé à l'état fossile l'énergie qu'ils ont accumulée de leur vivant il y a très très longtemps. Mais alors, s'ils nous rendent tant de services, s'ils nous sont tellement utiles dans notre vie quotidienne et avec une tellement grande discrétion, pourquoi est-ce qu'on les déteste? Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous, mais moi je fréquente beaucoup de pays dans le monde où les arbres, on les coupe. Bon, au moins la finalité est simple et claire, c'est du matériau pour le commerce, c'est tout. Les régions équatoriales où je travaille, c'est quelque chose d'épouvantable, c'est impardonnable. Un chantier d'abattage en forêt tropicale, pour moi, c'est comme un viol, impardonnable, insupportable. Et des grandes îles, quand j'étais gamin, Sumatra et Bornéo, c'était le symbole de grandes forêts intactes. À l'époque, c'était vrai.
Et maintenant, il n'y a plus de forêt là-dedans, pratiquement plus. Il y a des plantations de palmiers à huile et d'arbres à caoutchouc. Si on va au Brésil, ça sera du soja. Enfin bref, je n'insiste pas. Le pire pour moi, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays que j'ai trouvé absolument passionnant, qui était encore jusqu'à une époque très récente le refuge de grandes forêts très mal connues et bourrées de plantes et d'animaux endémiques. Si vous avez la curiosité d'aller voir un film tout récent, je crois qu'il date de la fin de l'année dernière, qui s'appelle « Frères des arbres », ratez pas ça, mais vous aurez la désagréable surprise d'apprendre que le pays tropical qui exporte le plus de bois maintenant, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ces forêts-là, hélas, on peut faire une croix dessus. J'ai longtemps vécu en Côte d'Ivoire, un grand pays forestier qui était un peu le fleuron de la foresterie française dans les années 60, 70, 80. Mais bien maintenant, si vous êtes à Abidjan et que vous voulez faire une caisse en bois, eh bien, ça vous coûtera beaucoup moins cher de la faire en bois d'Italie qu'en bois ivoirien. Voilà des pays qui étaient exportateurs et qui sont devenus importateurs de bois. La même année, l'année du film dont vous parliez, j'ai vécu des abattages effrayants au Gabon et des abattages tout aussi effrayants à Montpellier. Faire passer la ligne du tramway, c'est dans la ville, ça. Bon, j'ai rien contre les tramways, mais c'est dommage de couper les platanes parce qu'après on s'aperçoit que le tramway ne passe pas là du tout. Qui est-ce qui va les replanter? Qui paye la replantation? Eh bien, c'est nous. Je trouve nos dirigeants très légers avec ces choses-là. Il faudrait qu'ils se mettent dans la tête que les arbres, c'est très important, mais on n'en est pas là du tout. C'est dommage, mais les exemples de désinvolture ou même de mépris vis-à-vis des arbres, c'est des exemples qui viennent de très haut. Jean-Paul Sartre, La nausée, ça vaut le coup de relire ça. Jean-Paul Sartre, pour une raison que je ne connais pas, il détestait les arbres. Ça lui fait peur, il ne supporte pas les arbres. Il les compare à des insectes retournés sur le dos et qui s'agitent sans pouvoir se redresser. Il dit, les arbres, c'est des vies ratées. C'est ces mots, hein, des vies ratées. Alors il dit, s'il y avait une ou deux vies ratées, bon, ça irait. L'ennui, dit Jean-Paul Sartre, c'est qu'il y en a des millions de vies ratées. Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Ronald Reagan. C'est assez éclectique, mes exemples, comme vous voyez. Il a appris dans les années 80, comme sans doute beaucoup d'entre vous l'ont appris aussi, que les grands arbres des forêts tropicales envoyaient dans l'atmosphère des molécules volatiles. Et à l'époque, on ne savait pas à quoi ça servait, on l'a appris depuis. Mais ces émissions volatiles, il faut reconnaître que parfois, c'est des molécules qui ne sont pas très honnêtes. Et ça n'a pas échappé à Ronald Reagan. Le méthylmercaptan, il ne faut pas en abuser hein, dans la respiration quotidienne. Cependant, ce n'était pas une raison pour dire, comme il l'a fait, « Ah ben j'en étais sûr, les arbres, ça pollue autant que des 4x4. » Bon, il était comme ça, il n'aimait pas les arbres. Le pire que j'ai trouvé, c'est Samuel Beckett, dans « En attendant Godot ». Beckett lui-même aimait bien les arbres, mais dans cette pièce importante, il a un acteur qui s'appelle Estragon. Qu'est-ce qu'il dit, Estragon? Cette phrase épouvantable. Un arbre, ça ne sert à rien, ça ne peut servir qu'à se pendre. Texto. Bon, bien entendu, en tant que botaniste, je me sens piqué au vif et obligé de réagir. Je constate de très nombreux abattages illégitimes dans toute la France. Et maintenant, je reçois des protestations de pas mal de pays d'Europe. Notre député, il a décidé d'abattre des arbres. Il nous dit qu'ils sont dangereux, qu'ils sont creux, qu'ils sont trop vieux, qu'ils vont tomber sur les gens. Alors on va voir les arbres.
qui sont en parfait état. Et voilà, c'est des abattages illégitimes. C'est-à-dire que les vraies raisons de l'abattage, on ne vous les dit pas. On vous dit autre chose. Ça, je ne supporte pas. C'est très, très déplaisant. L'abattage illégitime le plus drôle, je l'ai sélectionné pour vous, c'est Paul Claudel. Il avait un voisin qui avait un magnifique tilleul sur son gazon, et un matin, plus de tilleul. Alors Paul Claudel va voir le voisin, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous reprochiez à ce tilleul? Pourquoi l'avez-vous coupé? Il était superbe. » Et le voisin, il répond « Il faisait de l'ombre à mon gazon et il était infesté de rossignols. » Bon, c'est pour dire encore une fois que les vraies raisons des abattages, on ne nous les dit pas. Et je crois comprendre pourquoi on ne nous les dit pas. C'est que les raisons réelles, elles sont laides. Voilà, ce qu'on reproche aux plantes, voyez, ce que beaucoup de nos contemporains reprochent aux plantes, encore une fois, je ne parle pas de vous, bien entendu. Ce que beaucoup de nos contemporains reprochent aux plantes, c'est d'être vivantes, et d'être vivantes d'une vie qui n'est pas du tout la nôtre. Il y a dans l'arbre une dose d'altérité par rapport à l'être humain voilà, c'est l'arbre, il est comme ça. C'est un autre être vivant que nous. Eh bien, l'altérité, il y a beaucoup de gens qui ne la supportent pas. Les maîtres mots qui sont au cœur de nos relations avec la nature, ils sont un peu effrayants. Contrôler, utiliser, dominer, soumettre, maîtriser. Soy yo el macho. C'est facile de couper les arbres. Ils ne se défendent pas, ils ne crient pas et ils ne se vengent pas. Soy yo el macho. Il y a une énorme dose de machisme là-dedans. Bon, c'est un peu tristouille, je vais passer à autre chose. Non, ce qui me fait drôle, c'est que en plus, l'être humain se donne le beau rôle là-dedans. J'ai la curiosité d'aller de temps en temps regarder les programmes dans les écoles forestières. On a d'excellentes écoles forestières dans toute l'Europe, Nancy pour la France, Heidelberg, si je ne me trompe pas, pour l'Allemagne, il y en a aussi en Angleterre, bref, d'excellentes écoles. Mais on apprend là-dedans des choses qui ne sont pas honnêtes. Un arbre, si vous ne le taillez pas, il va s'étouffer et mourir. Une forêt, si vous ne l'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. Alors, bon, évidemment, c'est terrifiant de dire ça, mais en plus, c'est exporté vers les pays tropicaux où se trouvent encore des forêts, enfin, il reste encore quelques forêts. Alors évidemment, les stagiaires de ces pays-là, ils se disent, bon, ben, il faut que j'exploite la forêt, sinon elle va s'étouffer et mourir. Pour un biologiste, c'est très, très étrange, ce comportement. Je crois que le primate humain, il a tendance à se mettre en avant dans tous les cas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les arbres sur notre planète, c'est le Dévonien. Ils sont apparus au Dévonien, c'est-à-dire 380 millions d'années. C'est une durée qui est impossible à s'imaginer. L'être humain, 200 000 ans, c'est-à-dire 3 fois rien. Et on se demande comment ces arbres et ces forêts ont pu vivre sans nous pendant si longtemps, alors que nous n'étions pas là pour les tailler. Bon, il y a un problème que je ne voudrais sûrement pas sous-estimer, c'est le problème de la sécurité des arbres dans les villes. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'oublieront pas ce qui s'est passé à Strasbourg le 6 juillet 2001. Un grand arbre qui est tombé sur un concert en plein air. 11 morts. Bon, ça c'est évidemment épouvantable et il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Les arbres ne sont pas là pour nous écraser, c'est clair.
Les Strasbourgeois, en tout cas, ils n'ont pas oublié. La première chose à faire, c'est de refuser tout intégrisme. Un arbre dangereux, moi je serais le premier à l'abattre. Ne rigolons pas avec ça. Mais alors, par contre, comment faire pour qu'il ne soit pas dangereux? C'est pas automatique qu'un arbre soit dangereux. Je crois qu'il faut surtout éviter de tailler des grosses branches vivantes. On a tendance à trop tailler. Le maire de la ville, il se dit cet arbre est trop haut. Il devient dangereux parce qu'il est trop haut. Donc je vais le tailler et il lui semble que ça sera moins dangereux. Erreur considérable, parce que tailler du bois vivant, c'est rendre l'arbre dangereux. Il y a une idée reçue, une idée fausse, que j'entends très très souvent, rajeunir un arbre par la taille. Il faut vraiment être totalement ignorant de la vie de l'arbre pour dire ça et surtout pour le faire. C'est une idée fausse, c'est tout. Et là aussi, quand on taille un arbre, on diminue sa durée de vie et on le rend dangereux. Tailler, attention, s'il s'agit du bois mort, il ne faut pas hésiter. Mais s'il s'agit de tailler des branches vivantes, les dangers apparaissent. Je vais aux espaces verts à Montpellier, là où j'habite, et je dis aux techniciens, c'était en hiver, ils étaient tous là, je leur dis, mais pourquoi vous taillez les arbres? Visiblement, ils n'aimaient pas trop cette question. Alors ils ont fait un conciliabule, et au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui est venu me dire, nous taillons parce que nous avons toujours taillé. Je suis désolé, j'ai rien eu de plus. Remarquez, je me mets à leur place. Quand vous avez fait un truc toute votre vie, c'est très difficile d'admettre que c'était une erreur, parce que dans le fond, c'est se déjuger sur le long terme. Donc je comprends très bien leur embarras. Il faut cependant savoir de temps en temps éviter ces choses-là. Parce que moi, je vais vous dire, ça peut vous paraître un peu provocateur, un peu subversif, mais je ne vois pas de différence entre couper la grosse branche vivante d'un arbre et couper la patte d'un chien. Si quelqu'un me trouve une différence, ça m'intéresse. Ok, il y en a un qui crie et l'autre pas. Mais ce n'est pas une vraie différence, ça. Dans les deux cas, il s'agit d'êtres vivants, respectables en tant qu'êtres vivants, et dans les deux cas, que ce soit la branche ou la patte, quand vous coupez, vous ouvrez la porte à des pathogènes et à des parasites. Alors, le résultat n'est pas immédiat, mais quelques mois ou quelques années après, que ce soit l'animal ou la plante, c'est la maladie qui s'installe. Je tiens de mon ami Frédéric Ségur, qui dirige les arbres dans la communauté urbaine du Grand Lyon, une communauté où ça se passe réellement bien. C'est jamais parfait, mais enfin, Lyon, c'est en de bonnes mains. Frédéric Ségur me dit que 80% des maladies des arbres en ville sont dues à la taille. Très important, ça. 80% des maladies sont dues à la taille. Donc, à chaque fois, c'est cette porte d'entrée à des parasites et des pathogènes. On n'y pense pas. On devrait y penser. Voilà. Comment éviter d'avoir à tailler? Comment éviter d'avoir à tailler? Évidemment, quand on plante l'arbre, il est petit. Mais vous conviendrez qu'il est facile de savoir quel gabarit il va atteindre lorsqu'il sera grand. Il y a des quantités de gens qui sont capables de dire ça. Bon, alors si on le plante dans un endroit où il aura toute la possibilité d'atteindre son gabarit maximum, autant dans la partie aérienne que dans la partie souterraine, ça vaut peut-être le coup de faire un petit croquis, parce que les deux parties ne sont pas du tout identiques. Voilà, la partie souterraine, c'est moins profond, mais beaucoup plus large. C'est pratiquement comme ça dans toutes nos espèces. Et donc, il suffit de se renseigner sur ce gabarit et prévoir de planter là où il y a la place. S'il n'y a pas la place, il faut prendre une espèce plus petite.
nous avons besoin des arbres en ville. Ça m'est arrivé de voir des villes sans arbres. Ouf. Pour moi, c'est une image de l'enfer, surtout quand il s'agit d'un pays chaud. On a besoin des arbres en ville. Alors, il y a des quantités de raisons que tout le monde connaît. Ça fait de l'ombre, donc c'est frais. C'est des brise-vents, enfin, ça empêche les bruits, etc. Bon, ça, c'est des raisons classiques. Il y en a beaucoup d'autres qu'on découvre maintenant. Les arbres produisent des phytoncides qui nous font le plus grand bien. Les arbres, certains d'entre eux produisent des ions négatifs qui nous font le plus grand bien. Tout ça est à l'étude actuellement. Donc ce n'est pas seulement une fonction ornementale, bien que la fonction ornementale soit tout à fait réelle et parfaitement respectable. Je voudrais rajouter une raison supplémentaire de mettre des arbres en ville. C'est une manière, je crois, légitime de présenter les arbres. Vous êtes devant un grand arbre. La bonne question à se poser, c'est d'où sort la matière de cet arbre ? Des centaines de mètres cubes de bois, d'où ça sort ? Supposez que cet arbre ait 2 siècles, eh bien c'est clair qu'il y a 2 siècles, il n'y avait rien. C'est donc légitime de se demander d'où ça sort. Quand je pose la question autour de moi, la plupart des gens me disent « ça sort du sol ». C'est marrant parce qu'il y a parfois dans les films dessinés, enfin les dessins animés, on voit des arbres qui sortent du sol comme ça, comme un tube dentifrice sur lequel on appuie et ça sort du tube. Eh bien non, c'est pas ça du tout. Un arbre, ça ne sort pas du sol, il en sort un tout petit peu, quelques cuillères à soupe pour un grand arbre, c'est tout. Non, un grand arbre, c'est beaucoup plus astucieux que ça. C'est des polluants atmosphériques rendus visibles par la photosynthèse. Un arbre, vous voyez, c'est un amas de polluants atmosphériques et qui seront bloqués tant qu'on lui fiche la paix, tant qu'il n'y aura pas de dégradation de cet arbre. Alors, j'ajoute que c'est une épuration gratuite, pas inutile, elle est parfaite et elle est gratuite. Qu'est-ce qu'on dirait si on détruisait nos usines d'épuration ? Couper un arbre, il faut tenir compte de ça, que ça va faire de l'épuration atmosphérique en moins. Or, dans les villes, on a le plus grand besoin de cette fonction d'épuration. J'avais ambitionné de vous présenter une idée nouvelle qui est l'architecture des arbres. Je vais essayer de le faire malgré qu'il n'y ait pas d'image, mais je crois que on va essayer. Quand j'étais étudiant, bon, c'est pas jeune, hein, mais enfin c'est dans la vie d'un homme. Quand j'étais étudiant, on nous avait appris que pour identifier une plante, il fallait des fleurs ou des fruits, ou les deux, c'était encore mieux. Ça, c'est une idée que nous devons à Linné. C'était plus qu'un botaniste, c'était un naturaliste suédois, 1730, 1740, 1750, c'était son époque. Et c'est Linné qui nous a mis à tous dans la tête que l'identification des plantes, ça passait forcément par l'examen de leur structure sexuelle, fleurs et fruits. Bon. Donc quand je suis sorti de l'université, j'étais un botaniste linnéen, sans même le savoir d'ailleurs, mais c'était comme ça. Bon, je vais en Afrique équatoriale, à peine mes études finies. Je fais mes premiers pas dans la forêt tropicale humide. Aucune fleur. Aucune fleur. À la limite, des fragments de fleurs sur le sol, tombés d'en haut. Mais je ne peux même pas dire de quel arbre ils sont tombés, ces fragments. C'est un singe ou un oiseau qui a mangé ça et il tombe des petites miettes. C'est tout ce que je voyais comme fleurs. Alors je me dis, mais on ne peut pas identifier les arbres de ces forêts. Je serais reconnaissant toute ma vie à un chef africain dans un village baoulé de Côte d'Ivoire centrale. Je lui dis, chef, comment appelez-vous le grand arbre qu'on voit là-bas ? Il me dit, c'est un framiré. Mais je lui dis, chef, mais comment vous savez que c'est un framiré ? Vous avez vu ses fleurs ? Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Il m'a dit, les fleurs du framiré ? Mais j'en ai rien à foutre. Je ne sais même pas si un framiré, ça donne des fleurs.
Mais enfin, il m'a dit, c'est facile de voir que c'est un framiré d'ailleurs. Tu compares avec cet abalé qui est là, ce dabéma qui est là, et bien tu verras que ce n'est pas la même silhouette. C'est ça, l'architecture des plantes. C'est tout d'abord une manière d'identifier les plantes de loin, sans tenir compte de leur sexualité. Alors ce chef Baoulé, de toute évidence, c'était un excellent botaniste, mais ce n'était pas du tout un botaniste linnéen. Voilà. Alors, je fais quelques petits dessins pour essayer de vous expliquer comment ça se passe. Vous êtes devant un très vieil arbre, très grand, très compliqué. Vous vous dites, c'est trop compliqué pour être analysé. Ça semble en effet d'une complexité énorme. Non, ce n'est pas que ça semble, c'est d'une complexité énorme. Et vous vous dites, bon, mon dessin, il est très simplifié. Un grand et vieil arbre, c'est vraiment le symbole même de la complexité. Vous vous dites, mais je ne peux pas analyser un truc comme ça, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop complexe. Alors, en fait, si on a les outils pour l'analyser, ça devient simple. Je vais représenter par un triangle comme ça les modèles architecturaux. Il faut vous dire que chacune des espèces d'arbres a un programme génétique de développement, de croissance et de développement, et c'est ce qu'on appelle les modèles architecturaux. On en connaît 24 pour l'instant. Bon, là, j'en mets 5, mais enfin, je ne peux pas dessiner les 24. Mais de toute façon, le symbole, ça sera ce triangle-là. Bon. Alors, ceci étant, il y a deux sortes d'arbres. Les arbres unitaires, ça part d'un modèle architectural et ce modèle grandit. C'est tout. Ça, c'est unitaire. Et vous en avez c'est facile de trouver des exemples. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils tiennent une certaine place dans nos paysages. Un palmier, un araucaria, un sapin, un parasolier si vous fréquentez les tropiques. Voilà, ça c'est des plantes unitaires, un modèle architectural qui grandit. Mais c'est pas un cas fréquent tout de même. Et ces arbres unitaires, j'en dis deux mots, ils sont très beaux. Il y a dans ce côté unitaire quelque chose qui nous plaît sur le plan esthétique. C'est certainement la raison pour laquelle les paysagistes les emploient très souvent. Si vous allez sur les jardins de la Côte d'Azur, par exemple, vous allez voir des quantités d'arbres unitaires. C'est vrai que ça a quelque chose de satisfaisant sur le plan esthétique. Bon. L'ennui, c'est qu'ils ont une vie courte. Les arbres unitaires ne vivent pas longtemps. Les plus longévifs que je connaisse sont des araucarias, 3 siècles. Alors évidemment, pour un être humain, on se dit 3 siècles, c'est pas mal tout de même. Mais pour un arbre, c'est dérisoire, c'est presque rien. Ceux qui vivent beaucoup plus longtemps, c'est les arbres colonnières. Je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, ça commence par un modèle architectural. Et puis il y a une nouvelle copie de ce modèle qui pousse dessus. C'est le même modèle. Hein. Il faut se faire à cette idée assez dérangeante qu'un jeune arbre est capable de pousser sur un vieil arbre. Il ne s'agit pas d'une graine qui germe, il s'agit d'un bourgeon dormant qui se réveille. On appelle ça maintenant la réitération. Alors une fois que le mécanisme est enclenché, ça n'arrête plus. Les réitérations se poussent les unes sur les autres. Attention, c'est des arbres parfaitement complets, tiges, feuilles, racines. On peut trouver les racines. Et puis, ils auront le modèle architectural qui est celui de l'espèce. Et puis, finalement, ça donne des structures de très grande dimension. Ce sont les arbres colonnières. Et l'énorme majorité de nos arbres modernes sont colonnières. Les arbres unitaires, c'est seulement les paléobotanistes qui en trouvent beaucoup. Ceux qui étudient les arbres fossiles
ne connaissent pas la réitération, ils connaissent uniquement des plantes unitaires. Donc, de toute évidence, au cours de l'évolution des plantes, l'acquisition de ces arbres coloniaires, ça a été un progrès considérable. Alors, ils ne sont pas aussi beaux que les précédents. Dommage, mais c'est comme ça. Par contre, ils vivent beaucoup plus vieux. Nous avons maintenant une série d'arbres, là aussi c'est une idée un peu dérangeante, nous avons une série d'arbres, pas encore très nombreuses, qui sont potentiellement immortels. Très étonnant, un être vivant potentiellement immortel. Alors, potentiellement, attention, ça veut dire que tant que vous le maintiendrez dans des conditions qui sont les bonnes, il ne mourra pas. Mais je parle de toutes les conditions, c'est-à-dire le climat, le sol et l'environnement animal et humain. Immortalité potentielle. Un grand séquoia de Californie, ça vit à l'aise 3000 ans. Bon, c'est encore très peu. Les Pinus longeva, toujours en Californie, mais c'est des petites montagnes un peu comme les Cévennes en arrière de la côte. Pinus longeva, c'est 5000 ans. Quand j'étais étudiant, c'était ça le record de longévité des arbres. 5000 ans, c'est déjà pas mal, vous savez, c'est l'âge des pyramides d'Égypte. Bon, mais c'était un record très provisoire. On est passé à 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, et maintenant on en est à 43 000 ans. Pour un arbre de Tasmanie qui s'appelle Lomacia tasmanica. 43 000 ans. Alors attendez, quand un arbre devient aussi vieux que ça, il ne faut pas s'imaginer que ça va être un arbre gigantesque et unique. Au-delà de 2000 ans, ça devient des clones. C'est-à-dire que vous avez une quantité de troncs, tous identiques, et qui sont tous reliés par les racines, et tout ça sort d'une même graine. C'est le cas du Lomacia tasmanica de Tasmanie. Un test génétique facile à montrer, montre facilement que tout ça, c'est le même arbre, c'est sorti d'une seule graine. Alors, bon, il y a des côtés un peu cocasses là-dedans, parce qu'il y a une réelle compétition entre les États-Unis et l'Australie. Et les Nord-Américains, ils ont déjà, paraît-il, trouvé un arbre de 80 000 ans, mais je ne suis pas très confiant dans le mode de datation. Donc, pour l'instant, pour moi, l'arbre le plus vieux qui a été daté sérieusement, c'est le houx royal de Tasmanie, Lomacia tasmanica. Une chose est sûre, en tout cas, je crois que c'est très important, c'est qu'il ne faut pas confondre le temps des arbres et le temps de l'homme. Ça n'a rien à voir. Quand on se heurte à des difficultés et à des échecs dans la manipulation des arbres, c'est qu'on a confondu leur temps et le nôtre. Et ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Un arbre tout neuf. Là, je suis dans le centre de mon sujet. Mais il faut que je fasse un détour par l'être humain. Un être humain, ça a une centaine d'organes. C'est ce que me disent les médecins. Ils ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, sur le chiffre exact, mais si je dis une centaine, je crois que ça va. Les organes bien individualisés et dont chacun a une fonction bien très différente de la fonction des organes d'à côté. Un rein, un poumon, un hémisphère cérébral, un testicule, je ne sais pas quoi. Tous ces organes sont un organe de la vision. Voilà. Nous en avons une centaine. Et donc on a une centaine de fonctions différentes. Eh bien, ça nous plaisait bien d'en avoir tant. Les plantes, 3 organes seulement. Pas la peine d'en chercher plus. Ça, c'est une chose que nous savons depuis Goethe. Tige, racines, feuilles. Inutile d'en chercher plus. Même les fleurs, même les fruits, vous pouvez les analyser en termes de ces 3 organes. Tige, racines, feuilles. Alors, il n'y en a que 3, mais par contre, ils sont en nombre énorme d'exemplaires. Tandis que nous avons 100 organes, mais ils sont soit seuls, soit 2, pas plus.
Alors, comme ils n'ont que 3 organes, comme les plantes n'ont que 3 organes, l'être humain a très longtemps pensé qu'elles n'avaient que très peu de fonctions. Normal, par analogie avec ce que nous avons, nous. Alors c'est faux. Nous savons maintenant que non seulement ils ont toutes les fonctions que nous avons, mais ils en ont même plus que nous. Ils ont des fonctions que nous n'avons pas. Pour comprendre cette histoire, il faut faire la comparaison entre une structure centralisée, la nôtre, celle des animaux libres, et une structure décentralisée, c'est totalement différent, c'est la structure des plantes. Elles sont, je reprends les arbres, ils sont rigides, n'est-ce pas, mais ils n'ont pas de squelette. C'est une rigidité qui est obtenue d'une autre manière que nous. Ils ont une superbe circulation montante et descendante, mais il n'y a pas de pompe cardiaque, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine d'en chercher. Là aussi, le mécanisme est totalement différent. Il n'est pas moins efficace. Respiration, exactement comme nous. Absorption d'oxygène et relâchement de gaz carbonique, mais sans poumons. Voilà encore une fois des fonctions qui ne sont pas assorties d'un organe. Digestion, bien entendu, les plantes digèrent. Elles n'ont pas de bouche ni d'anus, n'est-ce pas, ni de tube digestif, ça ne les empêche pas de digérer, ça ne les empêche pas même d'émettre des excréments. Ça a été une grosse dispute scientifique au XVIIe et XVIIIe. Maintenant, la question est résolue, les plantes ont des excréments. Bon, j'insiste pas. Pas d'œil. Mais cependant, tout le monde sait bien que la plante est capable de déceler la lumière. Vous l'élevez sous une cloche opaque avec juste un trou, eh bien, vous allez voir que la plante, elle se dirige droit vers le trou. Remarquez que c'est absolument évident qu'une plante est obligée de voir la lumière, puisque c'est l'essentiel de sa nourriture qu'elle trouve dans la lumière. Pas d'oreilles. Inutile de chercher des oreilles. Et pourtant, depuis quelque temps, nous avons une plante qui danse. Caudariocalyx girans, ça c'est une histoire incroyable. Il y a quelques années, je m'en vais en Chine du Sud, Chine tropicale, voir un grand jardin botanique qui a été créé à l'époque de Mao. À peine j'arrive, le directeur m'accueille et il me dit « Connais-tu la plante qui danse ?» Ah, je dis « Non, je ne connais pas, mais il va falloir que tu m'y mènes vite. » Alors il m'amène devant un, c'est pas vraiment un arbre, c'est haut comme ça, assez modeste comme plante, et autour il y avait des Chinois qui chantaient. Alors je lui dis « Qu'est-ce qu'ils font ?» Ben, ils la font danser. Elle danse si vous faites du bruit. Il faut faire du bruit fort, taper des pieds, taper dans les mains, chanter en chinois ou en français, ça marche aussi. Eh bien, tant que vous faites du bruit, les folioles bougent comme ça. Et si vous arrêtez de faire du bruit, elle attend que ça recommence. Alors, pour un chercheur, c'est très, très excitant cette histoire, mais ça a un côté frustrant, parce qu'on ne voit pas quel intérêt a cette plante à bouger. Il me semble que quand vous avez des tissus comestibles et que vous ne pouvez pas vous sauver, il vaudrait mieux se faire oublier et pas bouger. Mais enfin, ça, c'est chacun son truc. Cette plante bouge quand on fait du bruit. Elle bouge fort, elle bouge vivement, rapidement. Et puis on ne sait pas non plus comment elle bouge. Elle n'a pas d'oreilles, mais de toute évidence, elle a des récepteurs d'ondes sonores. Ça, c'est clair, sinon ça ne marcherait pas. Une plante tout à fait intéressante. Je vous signale qu'elle est en vente sur Internet, donc vous pouvez vous offrir quelques graines de plantes qui dansent et l'élever chez vous. Le climat d'ici lui plaît bien, il faut juste le rentrer en hiver, c'est tout. C'est une plante que j'adore parce qu'elle a des... Bon, je sors un peu de mon sujet, là. Mais si vous la faites jamais danser, vous la laissez pousser pendant 2-3 ans sans jamais la faire danser, et bien le jour où vous voudrez la faire danser, elle dansera très très mal. Par contre, si vous la faites danser tous les jours depuis le début, elle dansera très très bien. C'est-à-dire qu'il faut un entraînement au sens sportif du terme avec cette plante-là. Pas de cerveau chez les plantes.
Pas de cerveau chez les plantes, c'est clair, c'est pas la peine de le chercher. Et cependant, moi je prétends qu'elles sont capables de manipuler les animaux. Je vous explique ça. Un arbre met en place des belles fleurs. Je les trouve belles, mais les animaux les trouvent belles. Et en plus, ces fleurs, répandent une odeur délicieuse, donc rapidement, les insectes viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Se nourrir, manger. Et puis, ils comprennent assez vite que si, chaque fois qu'ils viendront sur ce type de fleurs, ils auront cette même récompense alimentaire sous forme de nectar. C'est apparemment très bon pour eux, très satisfaisant, et en plus très riche. Vous ne me ferez pas croire que l'animal, que l'insecte, il vient polliniser la plante. Moi, je suis tout à fait persuadé qu'il s'en fout complètement. Ce qu'il vient faire, c'est manger. Bon, cependant, il pollinise la plante, le fruit se forme, le fruit mûrit, il va grossir, il va mettre en place des couleurs appétissantes, il arrive qu'il craque, un peu comme les figues, en répandant une odeur extrêmement appétissante. Il arrive alors d'autres animaux, plus gros que les précédents. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Manger. Facile avec les animaux, ils viennent toujours manger. Alors, en mangeant, ils absorbent les graines et ils vont ensuite les disperser dans leurs excréments, dans tout le paysage. Vous ne me ferez pas croire là non plus que l'animal, il vient disperser les graines de la plante. Non, il vient manger, c'est tout. Alors, à son insu, cet animal, ces animaux, ils font des choses qui sont extrêmement utiles aux plantes. Mais attention, c'est à leur insu. Comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un quelque chose qui vous rend le plus grand service, mais à son insu? C'est de la manipulation. J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autres mots. Et d'ailleurs, sur le plan philosophique, c'est très curieux de voir qu'un être vivant qui n'a pas de cerveau, il est capable de manipuler des êtres vivants qui, eux, ont un cerveau. Je trouve que c'est important de comprendre ça. Pas de corde vocale, mais des communications innombrables, nous le savons maintenant. On aurait dit ça il y a 30 ans, ça aurait fait rigoler tout le monde, que les arbres puissent communiquer entre eux. Maintenant, c'est devenu un thème de recherche dans quantité de laboratoires du monde entier. Ça devient tout à fait intéressant. À tort ou à raison, je vais vous rappeler l'exemple historique, initial. Ça s'est passé à Montpellier en 1990. Nous avons eu la visite d'un chercheur sud-africain, Van Hoven. Il arrivait de Pretoria et il nous a parlé de la manière dont se nourrissent les grandes gazelles de la savane autour de Pretoria. Il faut dire qu'à perte de vue, c'est des grandes savanes avec des acacias en forme de girole, comme ça. Et les grandes gazelles en question ne mangent que l'acacia. Donc le problème semblait assez simple. Van Hoven, il regarde comment ça se passe. La gazelle arrive et elle trouve un acacia, elle mange, c'est normal. Première surprise, elle ne mange que très peu de temps, 20 secondes, nous dit-il. Il est évident qu'au bout de 20 secondes, ce gros animal, il a encore faim. N'empêche qu'il quitte l'acacia et il va en chercher un autre. Van Hoven, il a le réflexe, excellent réflexe, de comparer la biochimie des feuilles d'acacia avant l'attaque par la gazelle et après. Transformation biochimique fulgurante, la plante en 20 secondes est devenue, non pas toxique, le terme n'est pas bon, mais impropre à la consommation, impropre à la digestion. L'animal peut le manger, mais il ne pourra pas la digérer. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça, c'est que pour aller de l'acacia A à l'acacia B, puisqu'il a toujours faim, la gazelle remonte le vent. Remonte le vent. Et en Afrique, tous les chasseurs vous le diront, quand vous êtes dans une savane africaine, les grands animaux, les grands herbivores, je devrais dire, ils passent leur temps à remonter le vent. Alors qu'est-ce qu'il fait Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles des arbres qui sont au vent avec celle des arbres qui sont sous le vent. Et sous le vent, tout est devenu impropre à la consommation. Alors qu'il y a
Il n'y a pas eu de gazelle. Ça, vous pouvez prendre ça dans le sens que vous voulez. Vous n'éviterez pas cette conclusion que l'acacia A, il a prévenu les autres. Et vous pouvez même affirmer que le message est un message gazeux puisque ça descend le vent. Un message simple, hein, moi je peux le traduire. Attention les amis, il y a une gazelle par là. Si vous devenez spontanément impropre à la consommation, eh bien vous éviterez de vous faire grignoter. Ça, c'est l'exemple historique, classique. Voilà. Et je me rappelle très bien, quand Van Hoven est venu à Montpellier nous présenter ça, il y a eu des gens dans la salle qui ont dit « Oui, mais l'Afrique du Sud, c'est très loin de chez nous, c'est l'autre hémisphère. Chez nous, ça ne se passe sûrement pas comme ça. » Bon. De sorte que ça m'intéresse d'apporter maintenant un exemple tout local. Ça vient de la côte méditerranéenne d'Espagne, la région de Valencia. Il y a des feux l'été, comme ici. Enfin, peut-être pas ici tout de même. Enfin, sur le littoral, on a des feux terrifiants chaque été. Et ils ont les mêmes en Espagne. Ces collègues espagnols, ils ont mis sur Internet des photos très impressionnantes de paysages totalement carbonisés. Tout est noir, sauf les cyprès. Cupressus sempervirens, le cyprès habituel, celui qu'on a ici. Alors ça les a beaucoup intéressés. Pourquoi est-ce que les cyprès ne brûlent pas? Supposez que ça soit le cyprès. Le feu arrive, poussé par le vent. Et évidemment, la température du cyprès va augmenter. Elle n'a pas besoin d'être très haute. 60 degrés, nous disent-ils. À 60 degrés, le cyprès, il dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère, sous forme de molécules volatiles, toutes les substances qui, en lui, pourraient brûler. Terpènes, toluènes, alcool, hydrocarbures, etc. Tout part dans l'atmosphère. Évidemment, ces molécules, elles descendent le vent, c'est normal. Si vous voulez, c'est un petit peu comme des parfums. Ça descend le vent et ça va arriver sur des cyprès qui sont encore très loin du feu et qui n'ont même pas eu d'élévation de température. Là aussi, ces cyprès dégazent. Par conséquent, quand le feu arrive sur tout ça, les cyprès, c'est comme des sacs pleins d'eau, donc ça ne brûle pas. Voilà un superbe exemple de communication entre les arbres. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas des messages mondains inutiles, c'est des messages qui leur sauvent la vie. Alors il faut savoir aussi, puisque c'est tout près de chez nous, il y a une polémique considérable en Espagne. Parce que l'équipe de Valencia, ils ont commencé à faire des pare-feux en cyprès. Autour des forêts méditerranéennes, ils ont mis un triple rang de cyprès en se disant, puisque ça ne brûle pas, on va mettre nos forêts à l'abri. Ça marche. Cependant, il y a une polémique parce que les gens sont rarement tous contents. Si vous prenez un briquet et que vous le mettez dans un cyprès, ça brûle comme une torche. Par conséquent, on a accusé l'équipe de Valencia de faire des pare-feux avec un arbre qui brûle très très bien. Attention, c'est pas l'expérience que j'ai racontée, c'est pas du tout la même chose qu'un feu qui arrive poussé par le vent. Évidemment, on peut faire brûler un cyprès avec un briquet, mais l'expérience de ces pionniers reste parfaitement valable. Alors maintenant, les dialogues entre les arbres, c'est devenu, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est devenu extrêmement diversifié. La plupart des arbres sur lesquels on a fait les tests, ils communiquent. Les communications se font d'abord entre arbres de la même espèce, mais nous commençons à avoir des communications entre arbres d'espèces différentes. Et à ce moment-là, ce n'est pas par des molécules volatiles, c'est par l'intermédiaire des champignons mycorhiziens. Ça se passe dans l'épaisseur du sol. Nous commençons même, ça devient très très excitant, nous commençons même à avoir des ébauches de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une question et une réponse. Bon, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. La communication, donc il faut la tenir maintenant pour une réalité chez les arbres et très probablement chez les plantes en général. Mon collègue Danchin a publié dans La Recherche
un article superbe qui s'appelle « Le cri du haricot ». Un haricot, ça ne crie pas, c'est beaucoup plus malin. Un haricot attaqué par des pucerons, il envoie, sous forme de molécules volatiles, les phéromones qui font venir les prédateurs de pucerons. Vous ne pourrez pas trouver un insecticide plus écologique. Les plantes ont de la mémoire. Nous en avons maintenant la certitude. Je pense que tout le monde connaît la sensitive, une petite plante qu'on trouve en vente dans les supermarchés maintenant. Vous touchez la feuille, elle se plie, et il faut 3/4 d'heure pour qu'elle se déplie. Bon. Vous prenez une sensitive et vous l'élevez chez vous. Bonne lumière, bonne hydratation, pas de problème. Mais évidemment, la plante n'a jamais reçu la pluie. Vous la sortez, elle reçoit sa première pluie. Et tous ces petits chocs sur les feuilles font que, comme elle ne connaît pas, elle se plie. Mais comme elle n'est pas idiote, elle comprend rapidement que la pluie, ce n'est pas la peine d'avoir peur. C'est un phénomène positif pour elle, donc elle apprend à garder sa feuille bien plate, même sous la pluie. OK. Une fois qu'elle a compris ça, vous la rentrez chez vous et vous l'élevez chez vous maintenant pendant 4 ou 5 ans. Ce n'est pas un problème de cultiver des sensitifs, ça pousse très bien. Bonne lumière, bonne humidité. Au bout de 4 ou 5 ans, vous la sortez, elle reçoit la pluie. Et ben elle s'est souvenue que la pluie, ce n'est pas dangereux, elle ne se plie plus. Alors que ce n'est plus du tout les mêmes feuilles. Il y a évidemment une mémoire qui se transmet au cours de la croissance de la plante. Les plantes sont susceptibles d'anticipation. Je voudrais vous raconter cette superbe expérience dont j'ai eu connaissance au cours d'un congrès à Londres, il n'y a pas très longtemps. Je vais prendre ça comme support. La plante en question n'est pas un arbre, mais une liane qui grimpe avec des vrilles. Ça pourrait être une vigne, mais l'expérience a été faite avec une passiflore. La passiflore, c'est ça. Alors, elle envoie une vrille vers le support. C'est normal, puisqu'elle a besoin de grimper. OK. Juste avant que la vrille ne touche la passiflore, ne touche le support, pardon, vous le déplacez de 5 cm vers la droite. C'est foutu pour cette vrille-là. La passiflore envoie une deuxième vrille, et juste avant qu'elle touche le support, vous la déplacez de 5 cm vers la droite. Elle ne doit pas vous bénir. Hein. Ça, je me dis parfois, il vaut mieux que les plantes ne parlent pas. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous faites ça 5 ou 6 fois. Et vous avez la surprise de voir qu'après, elle vise 5 cm à droite. Elle a compris le jeu que vous êtes en train de jouer et elle a trouvé la solution. Les plantes sont capables d'anticipation, au moins certaines. Alors, je vous parlais de sensibilité que les plantes ont et que nous n'avons pas. Un éminent collègue qui commence à être très connu en France maintenant, qui s'appelle Ernst Zürcher, école du bois à Zurich, en Suisse, il nous dit que les plantes sont sensibles à la marée, c'est-à-dire à l'attraction de la Lune et du Soleil. Un superbe article qui a changé complètement les mentalités. C'est intéressant parce qu'au XIXe siècle, tout le monde, que ce soit les gens qui s'occupaient de potager ou de forêt ou d'arboriculture, tout le monde savait qu'il fallait tenir compte des phases de la Lune. C'était absolument évident. Et puis ensuite, comme c'était de l'empirisme, comme il n'y avait pas de théorie là-dessous, on a abandonné cette connaissance-là. Et depuis les travaux de Zürcher, 1998, donc c'est pas très vieux, nous savons maintenant qu'il faut effectivement tenir compte des phases de la Lune. Quand la Lune tire, l'arbre est un peu plus haut et un peu plus étroit. Je parle de son tronc. Quand la Lune ne tire pas, l'arbre est un peu plus bas et un peu plus gros. On a maintenant des capteurs suffisamment précis, ça réagit à une variation de diamètre du micron. Vous entourez le capteur autour du tronc et vous enregistrez une variation du diamètre qui est exactement en phase avec l'annuaire des marées. On trouve même là-dedans les vives eaux et les mortes eaux,
pas si ça vous dit quelque chose. Quand je raconte ça à Brest, ils sont tous très enthousiastes. Parce que si la Lune et le Soleil tirent dans le même sens, vous avez des très fortes marées. Et si les deux astres se contrarient, vous avez des petites marées. Bon, on retrouve ça au jour près, à la minute près, dans les diamètres des arbres. Donc il faut se rendre à l'évidence. Un arbre, ça contient suffisamment d'eau pour qu'il y ait une marée que nous sommes capables de mesurer. L'effet sur la qualité du bois est absolument étonnant. C'est surtout ça, c'est un effet sur la durabilité du bois. Le même arbre, si vous le coupez un jour, une nuit d'été avec une grosse pleine lune, vous ne ferez rien de bon avec. Vous pourrez faire du bois de feu, ça c'est vrai. Mais ce même arbre, si vous l'aviez coupé une nuit d'hiver sans lune, vous pourriez faire des charpentes qui vont durer 5-6 siècles. On en voit beaucoup en France, qui date d'une époque où on tenait le plus grand compte de ces phases de la Lune. Voilà. Une autre fonction dont disposent les plantes et que nous n'avons pas, c'est de prévoir l'arrivée d'un séisme. Ça, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça profondément intéressant. Vous savez, les séismes, c'est quelque chose de terrible. On n'en a pas trop ici, hein, dans l'ouest de l'Europe. Mais des séismes, il y en a en permanence. C'est au Chili, puis tout d'un coup, c'est en Iran. Ça passe aux Philippines. Il y en a tout le temps. Et les gens se font écraser sous les ruines de leur maison. Ils n'ont même pas le temps de se sauver. Ah, je trouve ça monstrueux. Il était plus que temps qu'on trouve une solution. Et il semble que les arbres puissent nous fournir cette solution. Ça ne vous étonnera pas que ce soit des Japonais qui travaillent là-dessus. Saito, à Kyoto, il travaille sur un petit arbre. Apparemment, ça pourrait être un arbre quelconque, puisqu'il l'a fait sur plusieurs espèces. Et là, il travaille sur un petit arbre qui est dans la cour de son laboratoire. Il met une électrode sous l'écorce du tronc, ou sous l'écorce d'une grosse branche, et une autre électrode au bout d'une tige métallique qu'il enfonce entre les racines de l'arbre. Bon, les deux électrodes sont mises en convergence vers un appareil qui fabrique une image, et quand il n'y a pas de séisme, vous avez une sinusoïde régulière. Pas de problème, vous pouvez aller travailler ce matin-là. Mais si la sinusoïde se dégrade, si elle devient folle vers le haut ou vers le bas, attention, l'arbre sait, et il vous le dit, qu'un séisme est en route. Évidemment, ça ne vous dit pas à quelle distance vous êtes de l'épicentre. Donc, vous ne pouvez pas en déduire le temps qui vous reste. Mais au minimum, vous avez le temps de sortir de chez vous. Et finalement, c'est ça qui compte. Si on n'est pas chez soi au moment du séisme, on ne craint pas grand-chose. Saito nous dit, puis enfin maintenant il a toute une école avec lui, Saito il nous dit que les racines d'un arbre, c'est comme une formidable antenne souterraine qui est au courant de tout ce qui se passe dans le sol à des kilomètres à la ronde. Voilà quelque chose qu'il va falloir utiliser. Je trouve ça extrêmement intéressant. Saito nous dit aussi que si tout va bien, près de la porte d'entrée de la maison, il y aura un petit cadran avec la fameuse sinusoïde. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil le matin en partant travailler. Alors évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est comment font les arbres pour avoir tant de fonctions alors qu'ils n'ont pas d'organes, très peu d'organes. C'est le mérite de la décentralisation. C'est décentraliser les plantes. Vous pouvez en détruire une grande partie, ça ne tue pas la plante. Il y a une différence énorme, vous voyez, entre une cellule animale et une cellule de plante. Vous prenez une cellule vivante sur un animal ou sur un être humain, peu importe. Vous pouvez la cultiver sur un milieu adéquat, vous obtiendrez sans problème une culture de ce type de cellule. Mais il ne faut pas vous attendre à voir surgir un animal ou un être humain. Non, ça restera une culture de tissu de ce type de cellule. Faites la même expérience avec une cellule végétale. Cellule vivante, vous la mettez sur un milieu adéquat, vous obtenez une culture de tissu de cette cellule-là,
Mais attention, spontanément, vous allez voir ressurgir la plante. Tiges, racines, feuilles et toutes les fonctions qui vont avec. Ça veut dire que cette cellule de départ contenait toute la plante, toutes les potentialités de la plante. Cette totipotence cellulaire des plantes, c'est une énorme différence entre les plantes et les animaux. Je m'aperçois, ça m'amuse, mais je me suis aperçu que dans notre alimentation, il y avait une application directe de tout ça. Des asperges avec de l'huile d'olive, un verre de Pic Saint-Loup ou de Saint-Émilion, comme vous voulez, une tarte aux pommes, une confiture de rhubarbe ou de cerise, peu importe. Eh bien, vous êtes certain que les plantes qui vous ont fourni ça, elles ne sont pas mortes. Et elles sont capables, bien qu'il y ait eu une véritable prélèvement sur les plantes, elles sont capables de vous fournir le même aliment pendant des années. Essayons le contre-exemple. Un filet de bœuf, un filet de hareng, une aile de poulet. Vous avez compris, là les animaux, c'est centralisé. Et l'ennui, vous voyez, d'avoir tant d'organes, c'est qu'il y a là-dedans des organes vitaux. Et quand on a des organes vitaux, il faut de façon indispensable être mobile pour pouvoir se sauver. Une plante étant fixe, elle ne peut pas avoir d'organe vital. Elle est condamnée, enfin condamnée, ce n'est pas un défaut, mais elle est obligée d'avoir une structure décentralisée et qui mène à une totale résilience. Voilà, je crois, ce qui est le plus intéressant là-dedans. Si nous étions des plantes, supposez que nous soyons des plantes, d'abord la structure végétale serait la plus belle et la plus efficace. Et puis nous aurions un certain dédain pour les animaux, ces pauvres organismes qui sont obligés de cavaler après leur nourriture, alors que nous, on ne s'embête pas, on se met au soleil, l'eau, il y en a plein en bas, et voilà, on se nourrit comme ça. Je voudrais juste terminer avec une question qui préoccupe beaucoup nos contemporains. Peut-on parler d'intelligence chez les plantes ? Ce n'est pas une question facile. Moi-même, j'ai été très longtemps opposé à l'utilisation de ce terme d'intelligence, malgré que les faits soient tout de même très significatifs. La raison, c'est que quand je vais chercher dans un dictionnaire la définition du terme d'intelligence, vous pouvez le faire, hein, n'importe quel dictionnaire vous dira qu'il faut un langage, un gros cerveau et la possibilité de se déplacer. Ben, je me dis, les plantes... ça ne convient pas pour elle. Là aussi, je dois beaucoup à un collègue canadien, Jérémy Narby. Jérémy m'a dit, attention, c'est un être humain qui a écrit la définition du dictionnaire. Et donc le gars, il est jugé parti. Ça mène aux pires abus. Donc Jérémy et moi, on a décidé qu'il fallait réécrire la définition de l'intelligence sans la focaliser sur l'être humain. Bien sûr, nous y avons notre place. Je ne discute pas l'intelligence humaine. Mais alors, voilà la définition que je vous propose. Un être vivant est intelligent s'il parvient à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie, surtout ceux qui ont trait à sa survie et à son bien-être. Cette aptitude repose sur deux fondements: savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et puis enfin, une précision qui me paraît très importante, l'intelligence s'exprime surtout dans les conditions difficiles du milieu naturel. Je veux dire par là qu'une plante en pot que vous arrosez tous les 3 jours, ou bien un animal de ferme qui reçoit sa nourriture régulièrement, il ne faut pas attendre beaucoup d'intelligence dans ces cas-là. Mais par contre, dans le milieu naturel, un être vivant qui ne serait pas intelligent, il serait immédiatement éliminé. Voilà où on en est. Alors si vous suivez la question de l'intelligence, c'est les plantes. Voilà, on est dans une très très bonne époque concernant la connaissance des plantes. Il n'y a jamais eu une avalanche de résultats comme on a maintenant. Et ça apparaît même dans les livres du grand public. Donc il ne faut pas les rater.
Je vous remercie beaucoup.